Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Karine Durieux-Diebolt, avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit pénal, engagée de longue date aux côtés des victimes de violences sexuelles. Avec elle, nous allons parler d'un sujet qui touche au corps même de notre pacte démographique, la manière dont la France juge les crimes. Mais avant cela, comme chaque semaine, un monde édito. Et aujourd'hui, je vous propose de nous engager contre une justice d'expédition. La justice criminelle française est engorgée. Des milliers de dossiers attendent d'être jugés. Des victimes patientent pendant des années. Elles vivent dans une attente qui ne répare rien, qui suspend leur vie, qui prolonge la violence qu'elles ont subie, au point que cette attente elle-même finit par devenir une violence institutionnelle. Attendre 6, 7 ou 8 ans pour juger un viol, un homicide, un crime grave, ce n'est pas acceptable. Avec le projet de loi SUR, le gouvernement propose d'étendre au crime une logique déjà connue en matière délictuelle, le plaider coupable. Si l'accusé reconnaît les faits, si le procureur propose une peine, si la victime ne s'y oppose pas, alors l'audience peut être raccourcie, allégée, presque contractée. Moins de débats, moins de témoins, moins d'experts, moins de confrontations. Une peine négociée, puis homologuée. Sur le papier, ça ressemble à du pragmatisme. Dans les faits, cela touche à l'essence même du procès criminel. Car juger un crime, ce n'est pas seulement prononcer une peine, c'est faire comparaître les faits devant la société, c'est nommer ce qui a été commis, c'est permettre à une victime d'être entendue, non pas dans un couloir procédural, mais dans un espace solennel où sa parole compte. C'est obliger l'accusé à répondre non seulement devant des magistrats, mais devant une communauté humaine qui dit que ce qui s'est passé nous concerne tous. Et c'est particulièrement vrai pour les viols. Il a fallu des décennies pour imposer une évidence. Le viol est un crime, et un crime a besoin d'un procès à la hauteur de ce qu'il détruit. Alors oui, la lenteur judiciaire est insupportable, mais une justice plus rapide, parce que moins contradictoire, moins publique, moins lisible, ne réparera rien. Elle déplacera le problème. Elle dira aux victimes, nous vous croyons peut-être, mais nous n'avons plus le temps de tout entendre. Et derrière le plaider coupable criminel, d'autres dispositions avancent plus discrètement. Réduire de moitié le temps dont dispose la défense pour contester une procédure irrégulière. Autoriser le recours à des bases ADN privées qui n'obéissent pas aux mêmes règles de fiabilité ni aux mêmes exigences de confidentialité que la justice française. Ouvrir la porte à une justice où le jury populaire pourrait à terme être moins présent. Alors oui, pris séparément, ce sont des ajustements techniques, mais mis ensemble, ils dessinent une justice où les contre-pouvoirs s'affaiblissent, où les garanties reculent. En fait, le vrai courage politique ne consiste pas à gérer l'épuisement de la justice, il consiste à la réparer, à mettre des magistrats, des greffiers, des salles d'audience, des moyens, du temps, de l'exigence. Parce qu'une démocratie ne se mesure pas seulement à la rapidité avec laquelle elle punit, elle se mesure à la qualité de ce qu'elle appelle juger. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Karine Durieux-Diebolt, avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit pénal et des violences sexuelles. Avec vous, Karine, nous allons entrer dans le cœur de ce projet de la loi SUR, comprendre ce que change réellement le plaider coupable criminel et se poser cette question essentielle. Est-ce que quand la justice manque de moyens, est-ce qu'on doit réduire le procès ou renforcer l'institution ? Alors, pouvez-vous nous rappeler d'abord, avant de rentrer dans ce projet, ce qu'est aujourd'hui ce fameux plaider coupable à la française et pourquoi son extension au crime constitue un changement de nature ? Actuellement, on a déjà un dispositif de plaider coupable, entre guillemets, uniquement pour des délits, et des délits qui sont pas très graves, puisqu'il faut que la peine encourue soit inférieure à 5 ans. Donc, par exemple, ça ne concerne pas des agressions sexuelles, puisque les peines encourues sont généralement supérieures à 5 ans. Ça peut concerner des vols simples. À partir du moment où le prévenu reconnaît les faits, on va avoir une procédure qui va être
accéléré et donc qui va se réduire à l'évaluation de la peine, sans avoir un débat réellement sur le fond du dossier, sur les actes qui ont été commis et également la partie civile, donc la victime dans ce procès-là, reste en quelque sorte extérieure au procès et ne va intervenir que sur les dommages et intérêts. Donc c'est une procédure qui est accélérée lorsque ce plaider coupable pour les délits a été mis en place en 2004. On a parlé déjà à ce moment-là d'une procédure d'une justice au rabais. Alors, donc si je comprends bien, le plaider coupable à la française, il reste aujourd'hui encadré, il est limité au délit et il ne touche pas au cœur du procès criminel. Aujourd'hui, avec le projet de loi SUR, on introduit une procédure du jugement des crimes qui vont être reconnus. Concrètement, plus de jury populaire, plus de témoins, plus d'experts, des processus d'homologation en quelques heures pratiquement, et négociés entre le parquet et l'accusé. Qu'est-ce que ça va changer précisément dans la nature même du procès criminel ? Est-ce qu'on ne bascule pas dans une autre façon de rendre la justice ? Oui, effectivement, c'est un basculement régressif même, puisque en procédure criminelle, on va devant soit une cour criminelle départementale, soit une cour d'assises, et on y consacre du temps. On a beaucoup de temps. Ce sont des procédures, on appelle généralement ces procédures-là des Rolls-Royce de la justice, parce que justement, on a ce temps d'échange, on a ce temps d'écoute, on y consacre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours si besoin. J'ai des procès criminels là qui viennent bientôt. J'ai 5 jours de programmés pour des viols et on entend à la fois les témoins, les enquêteurs de police, les experts psychologues, les experts psychiatres. On entend la victime, bien entendu, et elle a autant de temps qu'il faut pour libérer sa parole. C'est un moment de libération de parole pour elle. On questionne également, bien évidemment, l'agresseur et on l'entend à la fois sur les actes. Il s'agit d'établir la culpabilité de l'agresseur, mais aussi on essaye de comprendre le passage à l'acte. Et ça, c'est essentiel. C'est un moment à la fois de libération de parole, de circulation de parole, mais aussi de compréhension. On a besoin de cette prise de conscience collective au moment du procès et lorsqu'on aboutit à une condamnation, c'est véritablement un soulagement pour la victime. Donc c'est un moment qui est nécessaire et ça correspond pleinement à la gravité des actes qui sont encourus. C'est-à-dire qu'on est quand même sur de la matière qui est criminelle, avec en matière de viol, si on a un viol aggravé, on a 20 ans de peine de prison qui est encourue. Donc c'est vraiment d'une gravité exceptionnelle et il faut comprendre tous les sous-jacents de ces infractions-là. Alors, ce dispositif, il repose aussi sur un principe central, qui est celui du consentement. L'accusé reconnaît les faits, le procureur propose une peine et la victime peut s'y opposer, bien sûr. Alors, sur le papier, tout semble sécurisé. Enfin, dans la réalité judiciaire, est-ce que ce triple consentement n'est pas, en pratique, ce qu'on pourrait appeler un consentement sous la contrainte ? Oui, exactement. Pour moi, c'est un consentement sous la contrainte pour la victime. Alors, je me place du côté de la victime parce que je suis une avocate de victime. Il s'agirait que l'agresseur reconnaisse les faits. Dans ce cas-là, alors, déjà, on peut se questionner sur qu'est-ce qu'on entend par reconnaissance des faits. Parce qu'en matière de viol, on a rarement une reconnaissance totale des faits. On a souvent une minimisation. Donc, est-ce que sur la base d'une reconnaissance même partielle, on va nous proposer un plaidé coupable? Ça, c'est une question qui est en suspens en matière de violence sexuelle. On a très souvent un déni et quand il y a une reconnaissance, c'est une reconnaissance partielle. S'il reconnaissait les faits, à ce moment-là, on va lui proposer, alors c'est pas c'est en fait le procureur de la République, un échange entre le procureur de la République et l'avocat de l'agresseur, vont négocier une peine. Et il est question dans ce cas-là qu'il y ait une réduction de peine jusqu'à 1/3 de la peine encourue. La victime n'est pas concernée par cette négociation sur la peine, mais on lui demande son accord sur le plaidé coupable et pour cela, elle dispose de 20 jours. 20 jours, ça me semble déjà très bref. C'est un délai de réflexion qui est extrêmement bref et c'est un consentement qui est contraint dans la mesure où si elle refuse ce plaidé coupable, à ce moment-là, on va lui dire les délais encore d'audiencement vont être très longs. Vous allez attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir une date d'audience. Donc en réalité, c'est choisir entre la peste et le choléra pour la victime. Et on lui fait supporter la responsabilité de la longueur de la procédure. Donc c'est complètement injuste de ce point de vue-là. Et également, je me suis interrogée sur la question d'une justice à 2 vitesses.
parce que évidemment que les victimes qui n'ont pas les moyens financiers vont être de ce fait incitées à accepter un plaidé coupable. Et celles qui ont les moyens financiers iront jusqu'au procès, jusqu'à un vrai procès. Donc oui, c'est pas un consentement libre en tous les cas et éclairé. Ça ne me semble pas non plus un dispositif qui soit véritablement respectueux de la volonté des victimes. Alors, cette justice qui devient plus rapide, parce qu'elle devient plus négociée, comme c'est le cas aux États-Unis d'ailleurs, où la grande majorité des affaires se règlent par un accord, pose vraiment cette question. Est-ce qu'une démocratie peut accepter que le crime soit réglé sans être pleinement jugé ? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Donner la parole à ceux et ceux qui font bouger la société, c'est sur Sud Radio et c'est la force de l'engagement. Aujourd'hui, avec Karine Durieux-Diebolt, avocate au barreau de Paris, nous engageons contre une justice qui, au nom de l'efficacité, pourrait basculer vers une logique de négociation. Alors, Karine, peut-on parler de justice encore si le crime n'est pas pleinement jugé ? Alors déjà, je réagis à la notion de justice plus rapide parce que effectivement, ce projet de loi nous a été proposé au motif que ça réduirait les délais de procédure pour les victimes, sachant qu'on a des délais de procédure qui peuvent être de 7 ans, 8 ans, vous avez évoqué cela tout à l'heure, mais ça peut aller jusqu'à 13 ans pour avoir un procès pour viol. Moi, j'ai eu des affaires dans lesquelles la victime a dû attendre 13 ans. Et 13 ans, pourquoi ? Parce que dans cette affaire à laquelle je pense, la cliente avait déposé une plainte, elle a attendu 6 ans d'enquête sans aucune information. Au terme des 6 ans, à ce moment-là, on l'a convoquée pour une confrontation. Et ensuite, derrière, il y a encore eu une instruction pénale. Et en réalité, le moment de l'audiencement, on avait déjà 10 ans derrière nous. 10 ans derrière nous. Donc, accélérer les procédures, oui, mais au stade de l'enquête préliminaire et au stade de l'instruction pénale. Quand on arrive à l'audiencement, il y a déjà des années qui se sont écoulées et on a déjà un temps très long qui est passé. Donc, il faut mettre des moyens pour cela. Deuxièmement, est-ce qu'on juge réellement dans des situations de plaidé coupable ? Non, bien entendu que non, puisque on n'aurait à ce moment-là qu'une audience d'homologation sur la peine. Donc, on ne juge plus ni les actes, il n'est pas question de revenir sur le déroulement exact des faits. Donc on ne juge ni les actes, on ne juge plus le viol et on ne juge pas véritablement l'homme également. La victime dans ce processus-là, en outre, elle va intervenir uniquement sur les dommages et intérêts. Donc on bascule dans une justice qui devient une justice comptable. On compte, on évalue la peine, et on évalue les dommages et intérêts. Donc on n'est plus véritablement sur une justice qui juge. Alors si on regarde un peu autour de nous, par exemple l'Espagne, que l'on valorise beaucoup sur le domaine des violences, eux ils ont intégré le plaidé coupable depuis 2024, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui est différent avec l'Espagne ? Alors, on nous cite souvent l'Espagne en exemple, et effectivement c'est un pays qui est en avance sur beaucoup de points par rapport à nous. Mais pourquoi ne pas prendre en fait ce qu'il y a de mieux dans l'exemple espagnol ? Et ce qu'il y a de mieux dans l'exemple espagnol, c'est lorsqu'ils ont adopté la loi intégrale, eh bien ils ont mis les moyens financiers. Ils ont multiplié par 2 les moyens humains. Ils ont multiplié par 2 le nombre de policiers, de gendarmes, de magistrats, donc le nombre de fonctionnaires qui sont en charge de ces affaires de violence sexuelle. Et c'est cela en réalité qui a réduit les délais de procédure. Si on adopte qu'un plaidé coupable aujourd'hui, on ne va pas réellement réduire les délais de procédure. Ça, c'est une utopie, c'est une fausse image, c'est une fausse communication sur les délais de procédure. Donc, il faut mettre les moyens humains. En Espagne, ils ont créé aussi des tribunaux spécialisés, ce qui permet aussi de faire des liens entre les procédures et d'abréger les délais de procédure. Ils ont formé systématiquement tous les intervenants dans la chaîne judiciaire, ce qui fait qu'on a un niveau de performance des affaires judiciaires espagnoles qui est bien supérieur en réalité aux affaires judiciaires françaises.
Mais le gouvernement mobilise beaucoup cet exemple. Est-ce que le plaidé coupable là-bas présente les mêmes inconvénients qu'il le présente chez nous ? Alors, je ne connais pas tout le détail de la procédure espagnole et je ne crois pas qu'en réalité, on ait un recul suffisant sur le plaidé coupable criminel parce qu'il a été mis en place en 2024. Donc, ça me semble également un petit peu tromper les justiciables, les citoyens, que de réduire l'exemple espagnol au plaidé coupable criminel si on l'extrait de tout le dispositif général qui a été mis en place. C'est une loi intégrale qui a été mise en place et qui ne se réduit absolument pas au plaidé coupable. Alors aujourd'hui, le Sénat a rejeté la possible disparition des jurys populaires en appel des cours criminelles départementales. Mais bon, comme la loi n'est pas passée, l'Assemblée nationale pourrait y revenir. Or, le jury populaire, c'est quand même une garantie démocratique essentielle du procès criminel. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, cette disparition éventuelle de ces jurys populaires ? Actuellement, en première instance pour un viol, l'affaire est jugée devant une cour criminelle départementale qui est constituée de 5 juges, on va dire. Et en appel, on est devant une cour d'assises. Donc effectivement, avec 3 magistrats professionnels et des jurés populaires. Simplement, en réalité, la proposition qui est faite de supprimer les jurés populaires en appel actuellement n'est motivée que par des raisons qui sont budgétaires. C'est uniquement le seul critère qui a été pris en compte, parce qu'effectivement, les cours d'assises, ça a un coût, mais c'est aussi le gage d'une qualité de jugement, d'une qualité procédurale. Et en réalité, on va du coup avoir une justice de moindre qualité, parce que on va faire des efforts budgétaires sur les jurés populaires pour pouvoir gérer tout ce contentieux-là. Mais c'est pas un gage de qualité et en réalité, les citoyens y perdent de ce point de vue-là. Alors, on constate une mobilisation quasi inédite du monde judiciaire contre ce texte, des barreaux en grève, des magistrats, des organisations comme la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que c'est de l'ordre d'une inquiétude corporatiste classique ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est une inquiétude beaucoup plus profonde de l'ensemble de la profession ? Alors, c'est pas corporatiste parce que en corporatiste, ça signifierait qu'on défend nos intérêts propres en qualité d'avocat et en réalité, on défend pas nos intérêts. Là, je vous dirais, si j'étais un peu sordide, que l'intérêt d'un avocat, c'est d'avoir une procédure rapide. Parce qu'on n'a rien à y gagner à avoir des procédures qui nous prennent du temps de travail, surtout qu'en matière de viol, il y a l'aide juridictionnelle. Donc en réalité, notre intérêt à nous, ça serait plutôt d'avoir des procédures qui ne nous prennent pas beaucoup de temps. C'est véritablement l'intérêt général et l'intérêt des victimes en ce qui me concerne qui motive cette révolte des avocats. Il faut dire que ça a réuni beaucoup d'avocats, ça a fait consensus quasiment dans le cadre de grèves qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc c'est un mécanisme, un phénomène qui est relativement rare dans notre profession, qu'on se soulève de cette manière-là, parce que on a véritablement le sentiment d'aboutir à une forme de régression procédurale. On a mis des décennies, on a mis même 100 ans, 200 ans pour aboutir à une justice qui nous vient quand même de la Révolution française, les cours d'assises, et aujourd'hui, il serait question de les faire disparaître. Donc pour nous, c'est le signe d'une régression et c'est véritablement l'intérêt général de tous qui est concerné. Et je vais vous dire, lorsqu'il y a eu ce projet de loi, j'ai été contactée par des médias pour avoir des contacts, parce que des médias voulaient avoir des contacts avec des victimes pour avoir leur opinion sur le plaidé coupable, et j'ai eu aucune difficulté à trouver des victimes qui étaient contre le plaidé coupable. C'est-à-dire que la plupart des clientes avec lesquelles j'ai discuté étaient contre ce plaidé coupable. Alors en fait, justice engorgée, on vient de le voir, des délais insoutenables, comme ceux que vous avez évoqués, déjà 10 ans, ça me paraissait énorme, mais vous dites que ça va même parfois au-delà. Des réformes comme celle-là qui interrogent profondément les équilibres du procès. D'après vous, comment on s'en sort ? Est-ce qu'il y a objectivement un bout du tunnel ou pas ? On s'en sortirait si véritablement on avait une politique de priorité nationale dans la lutte
contre les violences sexuelles concernant les femmes et les enfants. Je suis une ancienne membre de la CIVIS, qui est la commission qui lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et on avait rédigé un rapport qui avait été rendu en novembre 2023 et dans le cadre duquel on avait fait une évaluation du coût du déni des violences sexuelles. Et il faut savoir qu'il y a 160 000 enfants par an qui sont victimes de violences sexuelles. Et ce coût du déni, on l'avait évalué à 9,7 milliards d'euros par an. Donc en réalité, si aujourd'hui on investissait véritablement dans la lutte contre les violences sexuelles, dans une meilleure justice contre les violences sexuelles, ça nous coûterait beaucoup moins cher que tout le retentissement de ces violences sexuelles au sein de la société. Merci Karine pour cet échange. Le projet de loi sûre adopté par le Sénat le 14 avril dernier prétend répondre à l'engorgement des juridictions criminelles. Il veut accélérer, fluidifier, simplifier, mais derrière ces mots rassurants se pose cette question autrement plus grave. Jusqu'où peut-on raccourcir la justice sans l'abîmer ? Peut-on juger plus vite sans entendre moins ? Peut-on reconnaître les victimes sans leur retirer le temps du procès ? Peut-on transformer le crime en dossier à traiter ? En ce qui me concerne, il me semble qu'une justice qui renonce à juger finit toujours par renoncer à protéger. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie, avec celles et ceux qui font bouger la société. Excellent dimanche. C'était la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.